Larissa Quin, bonjour. Bonjour. Merci de livrer votre témoignage aux auditrices et aux auditeurs de RCJ. Vous êtes né à Sosnowiec en Pologne en 1932. Un an après votre naissance, vos parents emménagent à Varsovie. Tout d'abord, qui étaient vos parents? Ils ont un parcours assez incroyable. Ah, mes parents étaient des êtres absolument... c'était des êtres qui vivaient avec leur temps, avec le temps juif. C'est-à-dire que après la deuxième... je confonds les deux guerres. Après la Première Guerre mondiale, bien sûr, ils étaient jeunes, ils sont partis l'un et l'autre en Eretz Israël pour construire le pays. Et mon père, ils sont pas partis ensemble, ils sont partis séparément. Et ma mère, après son baccalauréat, elle a fait des études d'agriculture, et comme il était très difficile d'être à une université en Pologne et qu'il y avait un numerus clausus dans les universités, ma mère est partie le faire au Hanovre, en Allemagne. Et donc ils sont partis et ils étaient du Hashomer Hatzair, bien sûr. Et ils ont travaillé. J'ai beaucoup de photos, j'ai beaucoup de chance, parce qu'elles sont d'ailleurs enregistrées au mémorial, et parce que est partie aussi, vous voyez la jeunesse du Hashomer Hatzair en Pologne, en Israël, les deux sœurs de mon père, qui elles, n'ont pas été expulsées par les Anglais. Et c'est le cas de vos parents qui ont été donc expulsés par les Anglais. Ouais. Et donc, il y avait des liens très, très proches. Et, mon père envoyait des photos. Et réciproquement. Donc, j'ai beaucoup de chance. J'ai tout un album de ces photos. Et il y a mon père qui est en savate avec des pierres. Il est en train de construire. Et ma mère devait construire, enfin, la route entre Tel Aviv, qui n'était pas grand-chose, et Hadera. Donc voilà, et puis et là-bas, ils sont devenus communistes, et ils ont été expulsés. Donc ils reviennent en Pologne. Vous grandissez à Varsovie dans un immeuble de 4 étages avec une enfance très heureuse. Et moi, j'ai été extrêmement heureuse. Et ce qui est formidable, c'est que j'ai trouvé d'ailleurs, j'ai essayé d'apprendre le yiddish pour ça, dans une de lettres de mon père à ses sœurs, il parle de moi. Et alors, parce qu'il vivait très petitement, hein. Ma mère est devenue sage-femme, mais mon père n'avait pas de métier au début, et il était très, 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 très occupé par le Hashomer Hatzair. Et mon père me décrit comme j'étais la merveille des merveilles. D'abord, je suis très intelligente, je suis très belle, je parle bien. Et écoutez, de lire une lettre comme ça à moi qui a tout perdu, ça a été extraordinaire. Et alors, mon père m'apprenait des poèmes en yiddish, parce qu'à la maison on parlait polonais, mais mon père m'apprenait des poèmes en yiddish. Et quand je me suis retrouvée après la guerre, c'était très difficile l'après-guerre, très. Et je n'avais rien, ni d'eux, ni de aucun souvenir. Et ce qui me restait dans la tête, c'est 2 mots d'un poème en yiddish. Et un jour, je rencontre quelqu'un qui me dit « Oh, tu sais, moi, je fais du yiddish. » J'ai dit « Oui, moi, je connais 2 mots. » Elle m'a dit « Mais c'est la dame au petit chien. » Et je sais maintenant tout le poème que m'a appris mon père. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose de très... C'est quelque chose que je possède vraiment. Ouais.
Alors, donc je disais une enfance heureuse jusqu'en septembre 1939, les bombardements nazis sur Varsovie, et c'est le premier choc pour la petite fille de 7 ans que vous êtes? Oui, le choc, c'est les bombardements. C'est les bombardements. Parce que j'étais une petite fille, je n'avais pas encore 7 ans. Hein. Donc, c'est les bombardements. Vous dites que c'est un miracle que votre immeuble n'ait pas été touché. Voilà, mais voilà. Écoutez, si je suis là, en train de parler avec vous, c'est que j'ai eu énormément on peut dire, chance. Alors, les Allemands envahissent Varsovie et vous dites que leurs intentions sont claires. Hein. Vous dites que sur le wagon qui les transportait, il y a inscrit « Nous allons en Pologne persécuter les Juifs ». Et très rapidement, vous vivez les premières privations et les premières humiliations avant même l'entrée dans le ghetto de Varsovie. Ah oui, ah oui. Ce qu'on ne sait pas, la guerre allemande, c'était une guerre contre la contre la population civile. On tuait les gens pour installer des Allemands à la place et faire un grand Reich. Donc, on tuait les gens. Et ça peut-être que je n'avais pas la claire notion à cette époque, à mon âge, comme pour le brassard que je n'ai jamais porté parce que j'étais trop jeune, pour une fois. Mais ça a été... Il y avait une telle atmosphère, il y avait une telle... Beaucoup de choses ont été interdites aux Juifs dans cette première période. Comment vous, en tant que petite fille, vous avez vécu le fait de ne pas pouvoir, ne serait-ce que d'aller dans un parc, etc. Toutes ces choses de petite fille normale qu'on vous a du jour au lendemain interdites. Comment vous avez vécu avec vos yeux de fille de 8 ans? Alors, écoutez, je dois dire qu'au début, ça m'a beaucoup plu. Parce que les Juifs étaient obligés de se regrouper. Vous savez, le ghetto, c'est tout de suite. Hein? Le ghetto, c'est novembre 40. Hein? Ça n'a pas duré longtemps, l'avant-ghetto. Et... Bon, écoutez, j'aurais du mal à vous expliquer toutes les confiscations de biens, toutes les expulsions, toutes les interdictions de contact avec les Polonais, tout de suite aussi. Mais au moment du ghetto, donc les Juifs étaient obligés de se regrouper et nous avons accueilli dans notre appartement de 2 pièces cuisine beaucoup d'amis, mais moi ce dont je me souviens c'est la famille de notre proche famille, puisque c'était le frère de mon père, et il avait un fils de 5 ans plus âgé que moi, et moi c'était le bonheur de l'avoir. Donc au début, le fait qu'ils emménagent chez nous, moi j'avais un matelas à côté de lui par terre, hein, parce que vous savez, il y avait au moins 8 personnes par chambre. Donc on dormait sur des matelas, mais moi, c'était le bonheur. Vous n'alliez plus à l'école? Comment? Puisque l'école était interdite également. Alors, l'enseignement était entièrement interdit pour les Juifs. Interdiction de l'enseignement, et pour les Juifs pour les Polonais non juifs, uniquement l'école primaire et professionnelle. Et on a assassiné beaucoup de Juifs, mais il n'y a pas on a assassiné toute l'intelligentsia polonaise à ce moment. Tout de suite au début, tout de suite. Et très vite, la vie devient un enfer, notamment à cause de la faim et à cause de l'épidémie de typhus. Alors, mes parents avaient un petit magasin de confiserie.
justement avec le frère, avec le père de mon cousin Yage, que j'adorais. Et donc, ils avaient probablement, vous savez, c'était pas comme maintenant, les confiseries, mais il y avait des caissettes avec des petits gâteaux, il y avait des bonbons, il y avait du chocolat, bon. Et je pense que ça a servi à mes parents d'avoir un espèce de troc. D'accord. Alors ça, c'était leur travail avant l'entrée dans le ghetto, puisque non, ça c'est dans le... C'est dans le ghetto. C'est dans le ghetto. Dans le ghetto, ils avaient un magasin de confiserie. Alors, les Allemands ont confisqué tous les magasins, mais le petit magasin de confiserie qui était rien du tout, ma foi, ils n'y ont pas touché. Est-ce que, dans un second temps, vos parents ont travaillé pour les Allemands ? Oui. Dans le ghetto, il y avait des entreprises et mes parents étaient obligés de travailler dans l'entreprise Tobens, où on fabriquait des uniformes pour les soldats. Donc vous avez beaucoup évoqué dans vos témoignages la faim, c'est 180 calories par jour. 184. 184 calories par jour, ce qui n'est quasiment rien, c'est une tranche de pain. Comment, petite fille, vous avez ressenti et vécu ces privations terribles ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas comment j'ai pu survivre à la faim. Je ne comprends pas parce que, effectivement, moi j'avais toujours de la chance, il y avait le petit magasin. Et puis j'avais un oncle qui était professeur d'histoire et qui était sur le côté polonais, sur le côté arien, nous disions. Et c'est lui, il a trouvé un policier qui était dans la résistance, parce qu'il était il était trotskiste et il était dans la résistance, mon oncle. Donc il avait des relations. Et il y avait un policier qui nous apportait de la nourriture. Il nous faisait venir mais très peu. Et quand moi c'était vraiment terrible pour les parents de ne pas nourrir un enfant. Et c'était terrible pour les enfants. Il y avait des enfants qui sortaient du ghetto, vous savez, par le mur. On enlevait des briques. Et les garçons, c'était des enfants qui avaient mon âge et qui se faufilaient à l'extérieur pour apporter quelque chose à manger. C'est extraordinaire comme justement les rôles étaient inversés. C'est les enfants qui essayaient de nourrir les parents. Moi, je ne suis pas morte de faim, voilà. Vous me voyez. Mais beaucoup mouraient de faim. On voit sur les rares images du ghetto ces rues jonchées de personnes qui ont succombé à la faim, au typhus aussi. Quand vous étiez dans le ghetto, qu'avez-vous vu ? Écoutez, j'ai été un enfant protégé. Parce que vous voyez, on me laissait pas sortir. Moi, j'allais pas dans les rues mendier. Vous voyez, la plupart mendiaient dans la rue. Donc, moi, je n'allais pas mendier. Donc, je ne dis pas que j'ai toujours été surprise de me retrouver dans cette... parce qu'après la guerre, j'ai commencé à manger. Mais je suis toujours surprise de savoir que une petite fille qui a... la guerre, j'avais 12 ans quand la guerre était finie, que pendant des temps, moi je sais très bien ce que j'ai donné à manger à mes enfants, comment les enfants ont pu survivre, dont moi. Mais il y en a qui ont pu justement survivre avec presque rien.
Le typhus fait des ravages dans le ghetto et va... Mon père a eu le typhus. Mon père a eu le typhus. Alors, nous avions deux pièces cuisine. Donc, ma chambre, qui était toute petite, et puis leur chambre qui servait à tout, et ils avaient leur divan, et puis une minuscule cuisine, avec des toilettes dans la maison. C'était donc une maison, c'était déjà une maison moderne, avec des toilettes dans la maison. Et donc, je ne me l'explique pas parce que je fais des études de médecine et j'ai beaucoup travaillé et j'ai élevé des enfants. Et vraiment, pour ceux qui ont survécu, c'est un point d'interrogation. De ne pas avoir été emporté par le typhus? Par le typhus, par exemple, justement, mon père a eu le typhus. Il était installé dans ma chambre. Tout le monde s'était éloigné. Et ma mère, on n'avait pas de médicaments, et ma mère était sage-femme, je vous l'avais dit, et on faisait tout bouillir pour qu'il n'y ait pas de poux. Et c'est extraordinaire. Je n'ai pas attrapé le typhus et mon père a guéri. Alors, vos parents, on le disait, ont travaillé pour cette entreprise allemande et petit à petit, des rafles sont organisées dans le ghetto pour déporter. Alors, c'était très organisé. Hein. C'était très organisé. On a installé Treblinka. Treblinka était déjà un camp qui existait, mais on a installé ce qu'il fallait pour gazer les gens. Donc, quand Treblinka était prêt fin juin 1942, on a procédé aux rafles pour les envoyer mourir là. C'était pas quelque chose, on avait des rafles et puis il n'y avait pas de rafles. C'était tout le temps des rafles. C'était tout le temps, ils appelaient ça grosse action. Et pendant 2 mois, hein, on a déporté à Treblinka plus de 300 000 personnes. Donc c'était pas des rafles c'était des rafles très organisées. Un soir, votre mère part travailler, voilà, et ne revient plus. Voilà. Et alors que les Allemands disaient que ceux qui avaient des certificats de travail, et puis disaient ceux qui travaillaient pour eux ne seraient pas déportés. Les mensonges, quand j'entends ici parler de fake news, mais ils ont appris ça des Allemands, c'est pas possible. On ne peut pas imaginer les mensonges des Allemands. Vous vous retrouvez orpheline? Non, parce que mon père n'est plus allé travailler et nous avons survécu à la grosse action. Nous nous cachions dans la cave où les Allemands ne venaient pas. Que s'est-il passé ensuite? Vous avez réussi à sortir grâce à du mon ghetto? oncle, qui était donc avec des amis, était dans l'organisation de résistance, et ils ont organisé mon évasion du ghetto. Donc j'ai pu m'évader en décembre 1942. Qu'est-il arrivé à votre père? Mais elle, c'était en septembre qu'elle est partie. Et qu'elle n'est pas revenue du travail. Elle a été arrêtée. Et mon père était là. Mon père aussi s'est évadé du ghetto. Il a pu s'évader. Mais moi, je me suis évadée d'une façon très particulière. Parce qu'il y avait une grande contrebande justement pour ne pas mourir de faim,
était prêt à payer. Enfin, il donnait tout, il payait tout ce qu'il pouvait. Donc, il y avait une grande contrebande entre le côté polonais non juif et le ghetto. Et, et c'est grâce à ça que tout le monde n'est pas mort de faim. Et probablement mes parents achetaient aussi. Moi, je vois les tranches de pain, c'est tout ce que je vois. Vous êtes donc sorti du ghetto et caché jusqu'à la fin de la guerre. Alors, j'étais cachée dans une famille et je vais dans une famille que connaissait mon grand-père, voilà, que connaissait mon père. Et c'était une famille de femmes, la mère et 3 filles. Et la dernière, la plus jeune, Elena, avait 15 ans, tandis que moi j'avais 10 ans quand je suis sortie du ghetto. Et sa mère lui a dit, tu traites la petite Larissa, tu la traites comme ta petite sœur. Et non seulement elle m'a traité comme sa petite sœur, mais malheureusement, je n'ai pas pu rester longtemps dans cette famille où j'étais très bien. Et parce qu'il fallait que je les quitte. Ils habitaient à la porte du ghetto, il y avait beaucoup d'agents, il y avait beaucoup de miliciens, donc je ne pouvais pas rester longtemps chez eux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je suis restée quelques semaines. Et elle ne m'a jamais oubliée. Et c'est une femme qui, je sais pas, je crois qu'elle a eu 5 enfants, une vingtaine de petits-enfants. Enfin, et elle a toujours travaillé. Son mari est mort. C'est elle qui a élevé ses enfants. Et elle a toujours parlé de moi. Et il s'est trouvé qu'un de ses petits-fils lui a demandé, qui avait une trentaine, enfin par là, et qui lui a demandé, est-ce que tu connais son nom? Elle a dit, bien sûr, je connais son nom, Larissa Storhan. Il a tapé sur l'Internet, sur son clavier, et grâce à mes livres, qui étaient donc présentés dans Internet, il a envoyé un mail à l'éditeur, lequel éditeur m'a transmis, et Mariusz a amené sa grand-mère, sa mère, sa petite sœur et sa copine en France pour me voir. Et vous vous êtes donc retrouvés. Voilà. Et j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre qui a été utile aussi parce que je demandais à ce qu'il soit reconnu comme juste. Et j'ai envoyé donc les livres. C'est votre témoignage pour qu'il puisse être reconnu comme juste. Ouais, ce qui fut le cas. Ça a été fait et c'est formidable parce que, en fait, moi, j'ai demandé la décoration pour la mère. Et on a donné non seulement à la mère, mais aux 3 filles. Parce que, malheureusement, 2 n'étaient déjà plus. Et heureusement ils ont pu vraiment interpréter. Alors mon livre a servi aussi, et elles ont été donc toutes les 4 étaient désignées comme justes. Alors que se passe-t-il à la sortie de la guerre, à la fin de la guerre? Ça a été terrible. Ça a été terrible. Mais c'est très difficile à raconter parce que c'est très grand, si vous comprenez. Je suis passée des gens... Enfin, c'est vrai.
les gens peuvent lire mes livres, ils vont connaître. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, je me suis retrouvée dans une maison d'enfants à Otwocz, qui est au sud de Varsovie, c'est pas très loin. Et je suis donc... alors, ça a été très bénéfique parce que la maison d'enfants, c'est un orphelinat, a inscrit tous les enfants tous les enfants qui ont survécu dans des grands... Vous comprenez, après la guerre, Varsovie était entièrement démolie. À 90, je ne sais pas combien. Mais il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de route. Tout était bouleversé. Et donc, on a institué des grands registres et les Juifs, parce qu'il y a une association après la guerre qui s'appelait Aliyah Beit pour rassembler les Juifs et les envoyer en Eretz Israël. Et puis les Juifs, ils n'avaient qu'une envie, ce n'est pas rester dans le pays de la guerre. Toujours est-il, moi, c'était comme ça. Et cette Aliyah Beit avait installé ces registres et j'ai eu la chance que ma tante et mon oncle, qui étaient à Częstochowa, qui n'étaient pas à Varsovie, travaillaient dans l'usine du Hasag, c'est-à-dire pour les munitions. Excusez-moi, je reviens. Oui, je vous en prie. Alors, donc nous parlions, oui, de l'après-guerre. De l'après-guerre et de Varsovie qui était totalement dévastée. Cette maison d'enfants. Et alors, comment arrivez-vous en France ? Alors, cette maison d'enfants qui aurait pu être ma nouvelle maison, hein, eh bien, la monitrice qui devait s'occuper de nous, elle m'a prise en grippe. Et elle m'a prise en grippe et je me suis enfuie avec 3 garçons. Vers où ? Eh bien, d'Otwocz, nous sommes allés à Varsovie. Ça doit faire dans les 20-25 kilomètres, je ne me rappelle pas. On était très heureux. Parce qu'eux aussi avaient été persécutés par elle. C'est incroyable. Enfin, j'ai commencé un journal dans cette maison d'enfants et je raconte tout ça. On va l'éditer. Et nous avons été là, et c'est l'organisation Aliyah Beit qui a pris soin de nous. Ils nous ont emmenés d'abord à Lodz, et ensuite à Zabrze, c'est-à-dire que on a créé une espèce de kibbutz où on travaillait, où on apprenait. Enfin, moi, j'ai tout appris parce que d'abord, Balfour, la traite de Balfour, moi, je ne savais rien. Enfin, on en reprenait à chanter, à danser. Enfin, c'était bien. Et là, j'ai quitté la maison d'enfants. Et là, nous étions prêts à partir en Allemagne, et d'Allemagne et en Allemagne à Hambourg, et c'est de là que partaient les bateaux vers Eretz Israël, qui étaient bien sûr dirigés par les Anglais, souvent refusés, oui, et aller à Chypre. Enfin, c'est l'épopée de l'Exodus. Et donc, nous, les enfants qui étions dans cet Zabrze, on attendait notre tour. Le tour pour aller... Et puis un jour, on me dit, il y a un monsieur qui veut te voir, on me dit.
J'ai cru que c'était mon père, parce que je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et Votre père, vous l'avez vu pour la dernière fois à quel moment? Ouais. Après, à la sortie du ghetto? après la sortie du ghetto, je l'ai vu 3 fois. Mais nous n'avons plus jamais habité ensemble. Ensuite, il y a eu le soulèvement. Il y a eu le soulèvement dans le ghetto le 19 avril 1943, mais il y a eu le soulèvement de Varsovie le 1er août 1944. Et c'est depuis nous n'étions plus ensemble, et je l'ai perdu à partir du 1er août 1944. Je ne sais pas, perdu, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mon oncle non plus. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Enfin, ils ne sont pas là. Et le fait de ne pas savoir ce qui lui est arrivé a fait que pendant 10 ans après la guerre, je l'attendais. Et ça m'a... Parce que on avait une vie très difficile, et surtout moi, et ça m'avait soutenue, parce que peut-être qu'il reviendra. Alors, quand on vous dit qu'un monsieur... Comment je suis partie un monsieur donc demande à vous parler? Oui, un monsieur demande à me parler, et ce n'est pas mon père, c'est mon oncle. C'est mon oncle qui travaillait dans le Hassag à Częstochowa avec ma tante. Et au moment où les Russes arrivaient, c'était en 1944, au moment où les Russes arrivaient, et ils ont chassé tout le monde sur les routes, comme pour faire mourir encore les gens de faim et de fatigue. Eux, ils sont allés dans les toilettes, dans les latrines. Et au lieu de partir, ils se sont cachés dans les latrines où on n'allait pas les chercher. Donc, comme ça, ils ont survécu. Et que vous dit votre oncle à ce moment-là? Et alors, mon oncle me dit, mais mon oncle, je vous ai expliqué qu'il y avait des registres. Alors, mon oncle s'est déplacé de Częstochowa à Varsovie pour consulter ces registres. Et c'est là où il m'a trouvé. Et c'est là où il est allé dans la maison d'enfants. Et c'est là où je n'étais plus. Et il est allé à Zabrze et il m'a amené chez lui. Que se passe-t-il ensuite? Ils ont voulu quitter la Pologne. Et nous avions de la famille à Nancy, en France. Vous savez, on peut toujours pas imaginer le vide autour de nous. Donc là où nous voulions aller, c'est pour être avec la famille. Oui. Et nous avions c'était très difficile d'avoir des papiers, de quitter la Pologne. Et il y a un film, il y a un livre que j'ai qui s'appelle « Il faut toujours quitter la Pologne ». Et nous sommes donc partis à Nancy, mais avec un passeport pour Costa Rica et seulement un arrêt. Et puis, la France a été très généreuse avec nous parce qu'on renouvelait nos cartes de séjour. Je n'avais pas le droit de travailler, j'aurais voulu travailler, mais nos cartes de séjour tous les 6 mois. Et à la fin, à la préfecture, quand on allait se réenregistrer, j'allais souvent avec ma tante. Et on disait, alors, qu'est-ce que vous faites en études? Et il y avait aussi la fille de ma tante, Irène, qui a survécu dans une famille catholique. Donc, et qu'est-ce qu'elles font, les filles? Qu'est-ce qu'elles étudient? On allait pratiquement pour rencontrer des amis à la préfecture de Nancy.
Alors vous avez pu ensuite faire des études, vous êtes devenu médecin, chirurgienne dentiste. Oui. Donc voilà, vous avez donc construit une vie, une famille. Et au milieu des années 70, très tôt, finalement, par rapport à d'autres rescapés de la Shoah, vous avez pris l'initiative de témoigner Oui. dès votre rencontre avec le couple Klarsfeld. C'était... non, c'était pas encore. J'ai d'abord rencontré... j'ai rencontré le couple Klarsfeld en 76. Donc, à quel moment vous avez décidé de témoigner, d'aller raconter votre histoire? C'est lié avec mes parents et c'est lié avec mon premier livre. C'est celui-là. C'est Une enfance au ghetto de Varsovie. Et ça, vous ne pouvez pas le montrer à la radio. Je suis accompagnée avec mon père. Je suis dans la rue avec mon père. Et c'est une photo qui me vient d'Israël. Pourquoi d'Israël? Mais oui, c'est ce que je vous ai raconté. Mes parents envoyaient des photos aux sœurs. Donc c'est une photo que... C'est une chance d'avoir ça. Oui. Hein? Elle est incroyable cette photo, effectivement. Donc vous avez pris la plume très tôt, parce qu'on dit souvent que les rescapés de la Shoah ont mis du temps à parler dans les années 90. Vous, dès les années 60-70, vous avez commencé à écrire, à témoigner. Pourquoi c'était important de raconter votre histoire à une époque où peu de rescapés le faisaient? Eh bien, écoutez, j'ai eu une révélation. Il y a des gens qui ont des révélations religieuses. Et moi, j'ai eu une révélation dans la rue. Dans la rue, je sais même, c'est sur le quai, il n'y a pas très loin, sur le quai, je marche, et tout d'un coup, il y a une question qui m'arrive. Qu'est-ce que tu as fait pour tes parents? C'était, oui, qu'est-ce que tu as fait pour mes parents? Et je me suis arrêtée, et je me suis dit, mais j'ai rien fait. Et c'est alors, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est alors que j'ai commencé, c'est alors que j'ai écrit le premier livre. Et c'est à partir quand j'ai écrit ce premier livre, et quand il a été publié, quand cette institutrice d'Orléans, qui a trouvé ce livre, Florence, et elle était institutrice de CM2 et elle a extrait de ce livre des passages sur moi, parce que je parle forcément de moi, et elle leur a raconté mon histoire et elle a proposé que chaque enfant écrive une question. Et sur le tableau, chaque enfant a écrit une question. Donc elle a beaucoup travaillé avec eux. Et moi, j'ai jamais eu autant peur d'entrer dans une classe que là, avec des tout petits enfants. Et alors, j'ai commencé à leur raconter que mes parents avaient une confiserie, que je n'avais droit qu'à un seul bonbon. Enfin, vous voyez, je retardais les questions. Et ils m'ont posé toutes les questions. Ils m'ont posé comment c'était à Treblinka. C'est la seule fois, c'était la première de mes témoignages où on m'a demandé comment ça s'est passé à Treblinka. Et c'était des enfants donc de 9-10 ans. Et alors, le fait que j'ai perdu mes parents, alors ça a été... Et ça s'est passé vraiment... on était très bien. Et de cette classe, donc en CM2, il y a une fille qui m'a invitée quand elle était en 3e, quand elle était en terminale, et en terminale.
Donc, vous voyez, ça a été, pour moi, ça a été une révélation aussi, que je puisse le faire. Parlez-moi de votre famille, celle que vous avez construite après. Est-ce que cette mémoire du ghetto est présente dans la famille? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, vos enfants, vos petits-enfants? Alors, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer mon mari, qui était d'une famille d'Israélites. C'est-à-dire que leurs ancêtres étaient là, et son grand-père, non, grand-père. Et en 70, il était en Lorraine, il n'a pas voulu être dirigé par les Allemands, et qui est venu à Paris. Et il est venu à Paris, et donc lui a organisé. C'était une famille qui est devenue parisienne. Et ma belle-mère était de Lyon aussi. Mais enfin, bon, et donc c'était une famille très connue, parce que le frère de mon beau-père était Julien Quin, je ne sais pas qui était directeur de la Bibliothèque nationale. Donc, c'était une famille bien installée et bien occupée. Et bon, enfin, je ne parle pas des autres. Mais lui, c'est vraiment... Et puis moi, je parle volontiers de lui parce que c'était une personnalité absolument exceptionnelle. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, donc de le voir, de parler avec lui. C'est vrai, c'est formidable. Parce que lui aussi a été déporté. Il a été... Et il ne voulait pas en parler, sauf avec moi. Bon, et donc... j'ai eu la chance d'entrer dans une famille où j'ai été tout de suite acceptée, voilà, surtout par ma belle-mère. Tout de suite, écoutez, voilà un garçon qui est ingénieur des mines, voilà gna gna gna, et moi j'avais un Doffelcoat, je n'avais rien, je vivais chez des parents, enfin bref. Et j'ai été très très bien acceptée dans la famille. Et je pense, plus j'y pense, plus c'est vrai, c'est grâce aussi à ma belle-mère vous savez, ces histoires de belle-mère et les belles-filles, hein. Je sais pas, dès que vous lisez quelque chose, c'est la lutte, c'est la guerre. Eh bien non, elle est devenue ma meilleure amie. Hélas, nous ne sommes pas éternels. Et donc, si vous voulez, moi j'ai fini mes études, j'avais encore 2 ans à finir. Donc je les ai finis à Paris. Études de médecine donc? Oui. En tant que chirurgien? Chirurgien-dentiste, oui. Et bon, moi je voulais travailler. Enfin, j'ai eu donc des enfants, 3 enfants. Et bon, j'ai d'abord, avec les enfants à Paris, j'ai d'abord travaillé chez d'autres, vous savez, je faisais des remplacements, je n'étais pas... Et puis un jour, je me suis installée à Bois-Colombes. Et voilà, et je l'ai quitté j'ai travaillé là pendant, je crois, 20 ans. Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous êtes fier de votre parcours? Et est-ce que vous pensez que vos parents seraient fiers de vous, de la manière dont vous les avez racontés tout au long de votre vie? Écoutez, moi, ça ne se situe pas sur ce plan-là. Moi, ça se situe sur le plan de l'obligation.
sur l'obligation le jour où dans la rue, j'ai pensé à mes parents, mais il n'y avait pas que mes parents qui ont disparu. Et alors, je suis quelqu'un d'assez actif. Bon, enfin, je ne dis pas qu'avoir une maison, être marié, avoir 3 enfants, avoir un cabinet, je ne dis pas que j'étais inoccupée. Mais je ne faisais rien pour ceux qui ont disparu, vous voyez? C'était vraiment ça. Et grâce au Gralsfeld, j'étais de toutes leurs actions, alors là, de tout. On était... Les premières membres des filles et fils de déportés de Ouais, France. c'est ça. Tout de suite, à la formation c'était donc avec le mémorial. Le mémorial, c'est en 79 ou 78 peut-être. Donc c'était tout de suite l'organisation de... Ouais, j'étais avec eux. Et je le suis toujours. Merci, Larissa Quin. Merci beaucoup.